Mathilde Panot, déjà bonsoir à vous. Merci d'être passé nous voir ce soir. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, également députée du Val-de-Marne. Justement sur cette question d'un possible accord de circonstances, en tout cas sur les votes avec le RN. De collusion. Absolument. Juste sur les votes au sujet de cette fameuse abrogation de la réforme des retraites. Ça ne vous pose aucun problème éthique d'être associé à ces voix-là? Mais vous savez, il y a des députés du Rassemblement national et personne ne peut s'allonger sur les boutons d'aucun député, quel que soit l'endroit où on est dans l'Assemblée nationale. Mais je veux quand même vous faire remarquer quelque chose. Il se trouve que dans la précédente mandature, alors qu'il y avait beaucoup plus de macronistes que ce qu'il y a aujourd'hui, il y avait déjà une majorité pour voter contre la retraite à 64 ans. D'où le 49-3. D'où le 49-3, l'imposition contre l'ensemble des syndicats et le passage en force contre l'immense majorité du peuple qui ne voulait pas se faire voler 2 ans de retraite. Nous avons un contrat de législature sur lequel ont été élus les 193 députés du nouveau Front populaire. Nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions et c'est ça, tenir parole et tenir ses convictions. Ensuite, le Rassemblement national fera bien ce qu'il veut et je suis même surprise qu'ils aient annoncé qu'ils voteraient cette loi puisqu'ils ont fait alliance avec les LR de Ciotti qui, eux, défendent la retraite à 65, voire 66 ans. Donc ce seront eux qui se débrouilleront avec leurs propres contradictions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, contrairement aux macronistes, nous n'avons jamais mis dans aucune urne, que ce soit dans le pays ou à l'Assemblée nationale, un bulletin de vote pour l'extrême droite. Ce qu'ont fait les macronistes, non seulement lors de l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale en 2022, en votant pour 2 députés RN comme vice-présidents de l'Assemblée, mais en faisant, je crois, encore pire, en votant une loi immigration main dans la main avec le Rassemblement national, qui, pour le coup, inscrivait directement dans la loi des mesures du Front national de Jean-Marie Le Pen, notamment la question de la préférence nationale. Donc je vais vous dire, nous tenons notre parole. Nous avons un programme, un contrat de législature et je crois que sur beaucoup des mesures, nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale qui n'a rien à voir avec l'extrême droite que nous combattons à chaque moment. Voilà qui est dit pour le rôle à l'Assemblée et justement cette fameuse réforme des retraites, abrogée ou non. L'avenir le dira. En tout cas, il y a aussi ce qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire la proposition de ce nom, Lucie Castet, à gauche pour le nouveau Front populaire. Est-ce qu'elle est, selon vous, LFI compatible? Parce qu'elle n'est pas, j'allais dire, extrême sur l'échiquier de la gauche, elle est plutôt socialiste à la base, en tout cas elle l'a été à un moment. Est-ce que selon vous c'est un bon choix quand même? J'imagine que oui, vous allez me dire qu'elle a été obtenue par consensus. Oui, le nom de Lucie Castet comme candidate pour Matignon et donc pour la primature a été obtenu à un consensus. Donc nous avons travaillé plusieurs jours avec les différentes composantes du nouveau Front populaire. Et Lucie Castet a plusieurs avantages pour être première ministre du nouveau Front populaire. D'abord, c'est celle qui a cofondé le collectif Nos services publics. Or, on voit bien dans le pays que les services publics sont dévastés et donc il y a impérativement besoin, notamment pour le programme du nouveau Front populaire, de rendre l'école réellement gratuite pour tous les enfants de ce pays, ou encore, c'est une de celles qui est le mieux disposée pour faire la conférence pour remettre à pied l'hôpital public dans ce pays. Ensuite, Lucie Castet est une haute fonctionnaire qui connaît très bien les questions de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, contre le blanchiment d'argent, et donc est quelqu'un qui a un haut niveau de technicité, notamment pour aller chercher l'argent dans les bonnes poches, dans la 7e puissance économique au monde. Et ça ne vous a pas échappé que nous allons commencer probablement par un budget, après nos mesures d'urgence, et que donc c'est intéressant d'avoir un profil comme elle. Enfin, Lucie Castet, pour continuer sur 2 derniers points qui me tiennent à cœur, a été extrêmement active contre la retraite à 64 ans, et elle a d'ailleurs annoncé qu'une des premières mesures qui correspond à nos mesures d'urgence serait l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. C'est aussi une des animatrices du collectif de l'Observatoire national contre l'extrême droite, et là aussi c'est très précieux dans le moment que nous vivons. Donc oui, c'est une candidature au consensus, évidemment, nous la soutenons, et je trouve que l'interview d'Emmanuel Macron est d'une violence inouïe dans le déni démocratique de ce qu'il est en train de poser. Il a reconnu sa défaite. Alors, il a reconnu sa défaite, mais il refuse de reconnaître que le nouveau Front populaire est la première force politique à l'Assemblée nationale. Et pire que cela, vous avez un président de la République, alors que nous avons... C'est la tradition républicaine. La coalition arrivée en tête propose un nom au président de la République. Alors que nous proposons un nom, lorsque vos collègues journalistes lui ont posé la question, il a juste répondu « ce n'est pas le sujet ». Mais dans quelle démocratie le président de la République dit « ce n'est pas le sujet » lorsqu'on propose un nom de première ministre? Mais ce qu'il dit, c'est qu'en effet, le NFP est la première force, mais ce n'est pas une majorité. Et ça, forcément, ça bloque. Il joue aussi son jeu politique. Est-ce que Emmanuel Macron, en 2022, avait une majorité? La réponse est non.
et pourtant il a gouverné. Oui, mais il a dit dans l'interview, regardez, le nouveau Front populaire n'a pas réussi à faire élire son candidat à la présidence de l'Assemblée. Donc on pourrait vous dire, en 2022, Emmanuel Macron, il a réussi à faire élire déjà une première fois Yaël Braun-Pivet. Donc peut-être qu'il avait plus de majorité en 2022 que vous en 2024, puisque M. Chassaigne n'est pas... Je vous interromps, Guillaume, parce qu'on va écouter Emmanuel Macron qui justement s'exprime à l'instant. Le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Voilà, Emmanuel Macron, il y a quelques instants. Il y a un terme qu'il a utilisé, il a dit « j'enjoins les forces politiques ». Donc d'une certaine manière, puisque vous êtes les premiers, le soir du 7 juillet, il vous enjoint d'élargir votre majorité pour vous rapprocher de la majorité absolue, me semble-t-il. Est-ce que vous entendez cet appel ou est-ce que c'est un calcul? Non, mais attendez, il y a plein de sujets dans ce que vous dites, donc j'aimerais juste que les gens qui nous écoutent comprennent. D'accord. Je vais commencer par la question qui était posée tout à l'heure, qui a fait un lien avec la vôtre, qui est, c'est toujours Yaël Braun-Pivet qui est au perchoir. Alors que, ça a été très bien dit, vous l'avez dit, ils l'ont reconnu, la Macronie a été défaite dans cette élection. Ok, effectivement, c'est Yaël Braun-Pivet qui a été élue au perchoir avec 13 voix d'écart avec la candidature commune du nouveau Front populaire qui était André Chassaigne. 13 voix d'écart, or, et nous avons déposé un recours au Conseil constitutionnel, je sais qu'il y a des précédents sur cette question, ministres démissionnaires qui ont voté, les 17 ministres démissionnaires, mais je vous alerte quand même sur le fait que c'est la première fois de toute l'histoire que le fait que des ministres démissionnaires votent comme députés change le résultat du vote. Parce que sinon, Yaël Braun-Pivet n'aurait pas été élue et ce serait André Chassaigne. Deuxième aspect de cette question-là, au-delà du recours sur lequel le Conseil constitutionnel... Ça se discute parce que les suppléants ne peuvent pas voter pendant un mois, donc ça ne pouvait pas être les suppléants. Mais s'il n'y avait pas eu la loi organique, des ministres auraient pu préférer démissionner et aller voter à l'Assemblée. Vous voulez dire que c'est quand même... Oui, non mais d'accord, juste parenthèse. Il y a un débat en constitutionnaliste, donc ça, on attendra ce que donnera le recours au Conseil constitutionnel. Mais je veux quand même pointer ce fait. Oui. Deuxième fait que le président a l'air de complètement effacer, nous sommes aujourd'hui, nous, Nouveau Front populaire, majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale. Puisque sur 22 membres du bureau, il y a 12 membres du Nouveau Front populaire, ce qui montre bien que oui, nous avons la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée qui permet de dire que nous aspirons toujours à gouverner ce pays et que donc Emmanuel Macron doit maintenant nommer Lucie Castet à Matignon. Dernière chose sur ce que vous disiez à l'instant qui est intéressant. Quelle est la majorité alternative d'Emmanuel Macron ? Puisque le pacte législatif de M. Wauquiez, donc de la droite, a été exprimé avec directement cette affirmation venant de la droite. Nous ne voulons pas faire de coalition avec les macronistes. Alors, ils n'ont pas de programme. Nous avons un programme. Ils n'ont pas de candidat. Quel est leur candidat? Est-ce M. Attal, qui vient de démissionner? Est-ce Mme Borne qui a fait 23-49-3? Est-ce M. Édouard Philippe qui dîne avec Mme Marine Le Pen? C'est ça la question. Donc oui, nous avons une majorité certes relative, mais qui nous permet de gouverner. Et dans la tradition républicaine, il doit nommer Mme Castet, que nous proposons comme Première ministre, à Matignon. Et ensuite, ça sera à chacun des députés et des groupes parlementaires de prendre leurs responsabilités. Justement, sur cette histoire de... J'aimerais juste d'abord qu'on écoute Emmanuel Macron, Frédéric, si vous voulez bien, parce que justement, cette question de la majorité, il y a une question qui est importante, c'est la lecture. Emmanuel Macron n'a pas du tout la même que vous. Écoutez ce que ça donne. Il y a une clarification. C'est la responsabilité des forces politiques, comme dans toute grande démocratie et des groupes parlementaires. Les Françaises et les Français ont dit quoi? Il y a une colère, il y a des choses qui ne nous vont pas. Je reviendrai, on va parler du fond et de ce qu'il faut faire pour le pays. Et ils ont dit, on veut que vous travaillez ensemble à toutes ces forces qui se sont mis d'accord au deuxième tour. Ensuite, la clarification de la fin de semaine dernière, elle est assez simple. Le nouveau Front populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Et donc, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des semaines, André Chassaigne à l'Assemblée nationale. Monsieur Chassaigne, qui est un élu de la République depuis de nombreuses années, tout à fait estimable, un élu communiste, il n'a pas eu la majorité. Et au troisième tour, c'est Mme Braun-Pivet qui a été élue. Ce qui montre très clairement
qu'il serait faux de dire que le nouveau Front populaire a une majorité, quelle qu'elle soit. Frédéric. Alors, majorité quelle qu'elle soit, vous avez déjà répondu en partie, ou peut-être vous pouvez prolonger votre réponse sur est-ce que vous pouvez ou pas élargir votre majorité, c'est-à-dire au-delà des partis du Front populaire. Et puis, ma deuxième question, c'était par rapport à la trêve olympique décrétée par Emmanuel Macron. Donc, votre proposition, elle arrive sur la table 2 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques. Est-ce que vous dites, bon, très bien, pour l'instant, il ne répond pas. On fait la trêve olympique. On en reparlera à l'issue des Jeux olympiques. On remettra ce nom Lucie Castet sur la table. Ou est-ce que vous dites non, il faut la nommer tout de suite, y compris pendant les Jeux olympiques, quitte à ce que ça brouille un peu le message de la France à l'international pendant ces Jeux olympiques? Mais vous êtes quand même d'accord que ce n'est pas nous qui avons décidé une dissolution à un peu plus d'1 mois des Jeux olympiques. Tout à fait. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de mettre le pays en disant, suite à la défaite aux élections européennes, nous allons faire, je cite ces mots, une clarification politique. Ensuite, l'élection a eu lieu et contre 27 sondages qui donnaient tous le Rassemblement national en tête, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Donc il y a eu une clarification politique. Et Emmanuel Macron, dans l'extrait que vous venez de passer, au-delà des majorités sur lequel j'ai déjà répondu, fait exprès de confondre le retrait de nos candidatures que nous avons fait sans aucune contrepartie pour dire nous faisons un cordon républicain contre l'extrême droite et nous faisons dans la lignée de ce que nous avons dit, pas une voix pour l'extrême droite, pas un élu de plus pour l'extrême droite. Donc nous nous retirons lorsque nous sommes en 3e position et que le candidat Rassemblement national est en tête. Eh bien, il fait exprès de confondre ça avec une sorte de programme commun où les Français et les Françaises auraient demandé et décidé que nous gouvernions avec les macronistes. Ce qui est issu de l'élection législative, c'est justement le peuple français qui a dit non à Emmanuel Macron. Et bien maintenant, Emmanuel Macron vient à la télé nous expliquer qu'il faudrait dire oui à Emmanuel Macron. Eh bien, c'est hors de question. C'est hors de question. Mais justement, sur cette question de l'élargissement... Ils ont dit non à Emmanuel Macron, j'ajoutais et au Rassemblement national. Tout à fait. Nous avons fait battre le Rassemblement national aussi, même s'il faut continuer de le faire reculer. Mathilde Panot, sur la question de l'élargissement, pour trouver un profil qui convienne à tout le monde. Vous dites aujourd'hui c'est impossible, c'est une manœuvre politique d'Emmanuel Macron. On ne pourra jamais trouver personne qui soit plus consensuel aujourd'hui que la candidate que vous proposez à gauche? Mais écoutez, nous avons une candidature qui est une candidature sérieuse, crédible. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas, nous, les seuls à le dire. C'est une énarque. Mais qui ne représente pas l'entièreté de l'Assemblée, en effet, de ce point de vue-là. Mais alors, mais trouvez-moi... Non, mais écoutez... c'est l'argument d'Emmanuel Macron. Je le dis quand même pour que tout le monde soit au courant. Il n'existe personne sur cette terre, pas un seul être humain qui fasse consensus auprès de l'ensemble de l'humanité. Donc ça n'existe pas. Donc à un moment, nous avons, travaillé pendant 16 jours, ce qui n'est pas incroyable lorsqu'on regarde que par exemple, dans l'histoire, en 1936, quand le 3 mai, le Front populaire gagne les élections, eh bien, Léon Blum est nommé président du Conseil le 4 juin, soit 1 mois après. Donc ce n'est pas extraordinaire d'avoir pris ce temps. Donc nous donnons maintenant un nom. Et donc maintenant, Emmanuel Macron doit se soumettre ou se démettre parce qu'il faut respecter le résultat des urnes et le résultat du vote des Français. Et une dernière chose, juste pour compléter la question que vous posez tout à l'heure, tout le monde a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une trêve olympique que propose Emmanuel Macron. C'est tout simplement la suspension de la démocratie qu'il propose. Et j'espère que tout le monde comprend la gravité de ce que cela veut dire. Mais si je comprends bien, pardon. Un mot d'abord de se soumettre ou se démettre. Là, on est passé de Blum à Gambetta. Hein ça veut dire que pour vous, ou bien il accepte votre candidate pour Matignon, ou bien il doit démissionner. J'ai bien compris ça, quand vous dites qu'il doit se soumettre ou se démettre. Bonne question, si je peux me permettre. En effet, mais c'est vrai. Vous vous rendez compte quand même que depuis plusieurs années, normalement, les élections sont censées purger des crises. Faire que le peuple français puisse choisir entre des grandes orientations. Après tout, c'est ça la politique. Que entre ces grandes orientations, le peuple français puisse à chaque fois choisir avec l'idée qu'en démocratie, il y a toujours des chemins différents et des alternatives qui existent pour les peuples. C'est ça la démocratie. Bon, mais depuis plusieurs années, au fur et à mesure que les élections se passent, eh bien, plus les élections passent, plus nous enfonçons dans une crise de régime. Et donc, si nous continuons à nous enfoncer dans une crise de régime, avec la critique que nous faisons depuis longtemps de la Ve République, eh bien, à un moment, si vous avez un président de la République qui fait point de blocage, comme il est en train de le faire, sans vouloir reconnaître le résultat des urnes, la question de sa démission peut être posée. Je ne dis pas que nous la demandons, je ne dis pas que nous ne reconnaissons pas sa légitimité, mais à un moment, le président de la République est le garant
Donc vous ne la notamment demandez du pas. vote des Français et des Françaises. Donc vous êtes prudente, Donc, vous ne la demandez pas, cette démission, en l'état actuel des choses. Écoutez, Se soumettre s'il ou se démettre, continue, c'est un peu ce que ça veut dire quand même. Mais bien sûr, mais s'il continue à nier le résultat des urnes, que voulez-vous faire? Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il est en train de faire, et que dans n'importe quelle autre démocratie du monde, si un tel déni de démocratie se passait, eh bien, un peu partout, il y aurait des dénonciations qui seraient d'ailleurs faites fort à propos. Guillaume En même temps, le propre du régime français, c'est que le président de la République a beaucoup de pouvoir, et notamment celui de nommer le Premier ministre. Donc, on est vraiment dans une impasse, parce que je comprends que vous n'acceptiez pas son refus de nommer Lucie Castet, mais vous ne pouvez pas l'obliger. Vous pouvez user de votre pouvoir médiatique en disant il faut qu'il se soumette ou qu'il se démette, mais ça ne peut pas aller plus loin. Mais c'est tout à fait vrai, on ne peut pas l'obliger. Mais savez-vous quel a été le maximum de temps dans la Ve République où il y a eu un gouvernement qui s'occupait des affaires courantes? Dites-nous. Une quarantaine de jours, c'est ça? 9 jours maximum. 9 jours. Ah. C'est en moyenne quelques jours, mais 9 jours maximum. Nous sommes en train d'avoir un président de la République qui annonce qu'il ne nommera pas de gouvernement avant mi-août, et qui explique qu'en quelque sorte, on va pouvoir continuer avec un pouvoir qui a été défait dans les urnes, et pas défait une seule fois avec les élections législatives, mais défait aussi dans les élections européennes, et qui explique que l'urgence n'est pas à détruire ce que eux ont fait, les macronistes ont fait. Mais si ce sur quoi les gens ont voté, certes aussi avec le barrage contre l'extrême droite, ce que j'intègre dans ma réflexion, mais ce sur quoi les gens ont voté, quand vous regardez le contrat de législature, parce que nous avons toujours été clairs sur ce que nous proposions. Nous sommes même les seuls à avoir fait d'ailleurs un chiffrage de notre programme. Eh bien, ce pourquoi les gens ont voté, c'est justement pour reconstruire tout ce que Macron a détruit. Pas pour continuer une politique qu'ils détestent, qu'ils abhorrent et qu'ils ont battue dans les urnes. Donc, si vous ne comprenez pas le problème démocratique qui est posé par le blocage d'un personnage qui continue de faire comme s'il avait, certes avec la Ve République, mais un pouvoir qui lui permet même de nier le résultat des urnes, nous allons avoir une crise de régime très grave dans ce pays. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été avec nous ce Merci. soir. Alors,